La puanteur de la chair en décomposition mêlée à l'encens de fleurs de cerisier emplissait la pièce exiguë au-dessus de la station thermale. Takemi, 6 ans, refusait le médicament qui pourrait lui sauver la vie, choisissant plutôt de laisser la maladie vénérienne non traitée consumer son corps. La mort, murmurait-elle à son ami, lui semblait être la seule échappatoire à ce paradis. Ce récit provient d'un témoignage récemment traduit, enfoui dans les archives japonaises pendant des décennies. Mais voici ce qui va vous choquer. Takemi n'était pas une prostituée travaillant dans la rue, c'était une geisha. Et son histoire révèle une vérité si dérangeante que toute une industrie a passé plus d'un siècle à la dissimuler. Vous pensez savoir ce qu'étaient vraiment les geishas? Détrompez-vous. Les artistes élégantes en kimono de soie que célèbrent les brochures touristiques, c'est une mythologie soigneusement élaborée, conçue pour cacher une exploitation systématique qui vous donnerait la chair de poule. Nous avons découvert des dossiers médicaux, des registres financiers et des témoignages de première main qui révèlent comment des milliers de jeunes filles ont disparu dans un système qui a transformé le trafic d'êtres humains en haute culture. Le plus horrible n'est pas ce qui leur est arrivé. C'est la façon dont le monde s'est convaincu que c'était magnifique. Ce que nous allons vous montrer va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la tradition la plus mystérieuse du Japon. À l'heure actuelle, des millions de touristes visitent le Japon spécifiquement pour apercevoir ces trésors culturels vivants, payant des prix exorbitants pour des cérémonies du thé et des spectacles traditionnels, sans jamais savoir qu'ils célèbrent ce qui équivaut à des siècles d'abus systématiques. Les quartiers de geishas de Kyoto génèrent plus de 2 milliards de dollars par an grâce au tourisme culturel, vendant une image si parfaitement conçue que même les survivantes sont restées silencieuses pendant des générations. Mais le silence a une façon de se briser lorsque quelqu'un d'assez courageux décide enfin que la vérité est plus importante que la tradition. En 1957, une femme nommée Sayo Masuda a fait exactement cela. Et les répercussions furent si graves qu'elles faillirent détruire sa vie. Elle a écrit son histoire dans la seule écriture qu'elle connaissait, les simples caractères hiragana, que les enfants apprennent car on ne lui avait jamais enseigné l'écriture correcte. La maison de geishas où elle avait été vendue comme un bien n'avait pas pris la peine d'éduquer sa marchandise au-delà du strict minimum nécessaire pour divertir les clients. Son autobiographie est devenue une sensation immédiate au Japon, puis a mystérieusement disparu du débat public. Les librairies ont cessé de la vendre. Les bibliothèques l'ont déplacée dans des sections à accès restreint. La communauté des geishas a lancé une campagne coordonnée pour la discréditer, affirmant qu'elle n'avait jamais été une vraie geisha, que ses expériences étaient inventées, qu'elle était simplement une femme mécontente en quête d'attention. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu réfuter. Les dossiers médicaux qui corroboraient ces récits, les documents financiers des maisons Okiya, qui correspondaient à ces descriptions de la servitude pour dette, et, le plus accablant de tout, les autres femmes qui ont discrètement commencé à la contacter pour confirmer que oui, c'était exactement ce qui leur était arrivé aussi. L'industrie du tourisme avait passé des décennies à construire une mythologie si séduisante que confronter la réalité sous-jacente semblait impossible. Comment dire à des millions de visiteurs que la femme gracieuse servant le thé dans son kimono exquis pourrait être la descendante de victimes de la traite? Comment expliquer que ces danses traditionnelles qu'ils regardent étaient autrefois exécutées par des enfants vendus en esclavage sexuel? On ne le fait pas. On enterre les preuves, on réduit les témoins au silence et on vend le beau mensonge à la place. Mais l'histoire de Takemi refuse de rester enfouie et ce que nous avons découvert sur la façon dont elle a fini dans cette chambre imprégnée de mort vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la tradition, la culture et le prix de la beauté. Élégante, gracieuse, artiste du plus haut calibre, pendant des siècles, le monde a été nourri de cette image soigneusement élaborée de la geisha, le symbole ultime du raffinement et de la culture japonaise. Mais en 1957, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une femme nommée Sayo Masuda a fait l'impensable. Elle a brisé le code du silence qui avait protégé ses secrets pendant des générations. Écrivant en simples caractères hiragana, la seule écriture qu'elle connaissait, Masuda a révélé ce qui se passait vraiment derrière ces portes coulissantes. Son autobiographie est devenue une sensation immédiate au Japon. Puis, mystérieusement, elle a été enterrée. La communauté des geishas l'a dénoncée.
elle a été forcée de fuir sa ville natale. Pourquoi? Qu'avait-elle révélé de si dangereux? La réponse se trouve dans des documents qui ont été cachés pendant des décennies. Pour comprendre l'horreur que Masuda a exposée, nous devons remonter dans le temps, très loin dans le temps. En 1603, lorsque le shogunat Tokugawa a établi ce qu'on appelait les quartiers des plaisirs, des districts fortifiés où la prostitution était légale et réglementée, imaginez ces lieux. D'immenses enceintes entourées de hauts murs et de portes gardées, où les hommes les plus riches du Japon venaient se livrer à des fantasmes qui auraient scandalisé la bonne société. À l'intérieur de ces quartiers travaillaient les Oiran, des courtisanes de haut rang qui facturaient des honoraires astronomiques pour leurs services. Elles étaient les célébrités de leur temps, ruisselantes d'or et de soie, leurs coiffures élaborées nécessitant 8 peignes ornementaux valant plus que le revenu annuel de la plupart des gens. Ces femmes exigeaient des prix qui pouvaient ruiner des marchands, leur beauté si légendaire que des seigneurs rivaux détruisaient leur propre fortune pour s'offrir une seule nuit avec elles. Mais les Oiran avaient des assistantes. De jeunes femmes qui jouaient de la musique et dansaient pendant que les vraies affaires se déroulaient ailleurs. On les appelait geisha, ce qui signifie littéralement « personne de l'art ». Au départ, ces femmes ne pouvaient même pas s'asseoir près des clients. Elles n'étaient qu'un divertissement de fond, rien de plus. Interdites de concurrencer leurs maîtresses, reléguées à jouer du shamisen dans les coins pendant que les hommes menaient des transactions pour de la chair humaine. Mais quelque chose était sur le point de changer, qui allait transformer ces humbles assistantes en quelque chose de bien plus sinistre. La classe marchande montait en puissance, s'enrichissant grâce à l'économie florissante du Japon, mais elle ne pouvait pas se permettre les prix des Oiran. Elle a commencé à chercher des divertissements ailleurs, et les geishas, moins chers, plus accessibles, moins liés par les protocoles rigides de leurs supérieurs, ont commencé à attirer l'attention. Ce qui n'était qu'une musique de fond était sur le point de devenir l'événement principal, et les conséquences allaient résonner à travers des siècles de souffrance que l'industrie du tourisme refuse encore de reconnaître. La transformation avait commencé, et elle allait consumer des milliers de jeunes vies de manière qui font paraître la mort atroce de Takemi miséricordieuse en comparaison. Dans les années 1800, la classe marchande japonaise s'enrichissait grâce au commerce et à l'industrie, mais elle ne pouvait pas se permettre les honoraires colossaux des Oiran qui pouvaient coûter plus que le revenu d'une année pour une seule soirée. Ils ont donc commencé à se tourner vers les geishas, moins chers et plus accessibles, qui offraient un divertissement sans les prix astronomiques ni les protocoles élaborés. Cela a créé un problème qui allait remodeler toute une industrie. Les geishas gagnaient de l'argent, du vrai argent, et là où il y a de l'argent dans un système fondé sur l'exploitation, eh bien, vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Mais la réalité était pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Les maisons de geishas, appelées okiya, ont réalisé qu'elles avaient trouvé une mine d'or enfouie dans la misère humaine. De jeunes filles pouvaient être achetées à des familles désespérées pour le prix de quelques sacs de riz, formées aux arts juste assez pour justifier le titre, puis monétisées de manière qui n'avait plus rien à voir avec le divertissement traditionnel. L'économie était d'une simplicité brutale, acheter à bas prix, former à peu de frais, vendre cher et répéter jusqu'à ce que la marchandise se brise ou vieillisse. Commencez-vous à voir où cela mène? Parce que ce que nous avons trouvé dans les archives vous donnera la chair de poule. Les registres financiers des maisons okiya révèlent des marges bénéficiaires qui rendraient jalouses les entreprises modernes, avec des calculs détaillés des revenus que chaque fille pouvait générer avant que sa valeur ne décline. Ce n'étaient pas des institutions culturelles préservant des arts anciens, c'étaient des opérations de trafic d'êtres humains déguisés en soie et en tradition. Les marchands ne voulaient pas seulement un divertissement moins cher, ils voulaient quelque chose que les Oiran ne pouvaient pas fournir, la propriété complète. Et les maisons okiya étaient plus qu'heureuses de le fournir, transformant la geisha de musicienne de fond en une marchandise si rentable que les familles vendaient leurs propres filles pour obtenir une part du gâteau. La transformation était complète. Et l'horreur ne faisait que commencer. Voici ce que les brochures touristiques ne vous diront pas sur la formation des geishas. Cela commençait par ce qui était essentiellement du trafic d'enfants, sanctionné par la loi et la tradition, opérant avec la pleine connaissance et l'approbation des autorités locales qui prélevaient des taxes sur chaque transaction. Des familles en situation de pauvreté extrême vendaient leurs filles. Certaines âgées d'à peine 6 ans,
à des maisons Okiya, signant des contrats rédigés dans une langue qu'elle ne pouvait pas lire, acceptant des conditions qu'elle ne comprenait pas. Ces contrats étaient des documents juridiquement contraignants qui transféraient la propriété complète de l'enfant, créant des dettes calculées pour s'assurer que les filles ne pourraient jamais racheter leur liberté avant que leur corps ne cède sous l'épuisement ou la maladie. Sayo Masuda a été vendue à l'âge de 12 ans pour l'équivalent de ce que sa famille devait en arriéré de loyer. Son autobiographie révèle le moment où son oncle est venu la chercher dans la famille d'agriculteurs où elle travaillait comme nourrice, lui disant qu'il partait pour un court voyage afin de rendre visite à des parents dans les montagnes. Elle pensait qu'elle rentrait enfin chez elle pour voir sa mère. Au lieu de cela, elle a été emmenée à la maison de geishas Takenoya à Suwa, Nagano, où son oncle a récupéré son paiement et a disparu pour toujours. Les autres geishas lui ont immédiatement donné un surnom, Basse, se moquant de sa peau brûlée par le soleil et de son manque total d'éducation. Elle était analphabète, n'avait jamais porté de vraies chaussures, parlait un dialecte rural qui la marquait comme une paysanne méprisable et levait une jambe pour la réchauffer contre l'autre en hiver. Une technique de survie qui lui a valu un autre surnom cruel, Grue. La mère de la maison a expliqué les règles avec une clarté brutale. Masuda leur appartenait désormais entièrement. Sa dette augmenterait chaque jour pour couvrir la nourriture, le logement, la formation et les intérêts, et toute tentative de fuite entraînerait la perte de la ferme de sa famille et des poursuites pénales pour rupture de contrat. Mais l'abus psychologique n'était que le début d'un processus systématique de brisage conçu pour transformer les enfants en machines de divertissement dociles qui accepteraient toute dégradation comme normale. Ce qui s'est passé ensuite contredit tout ce qu'on vous a dit sur l'apprentissage des geishas. Ce n'étaient pas des étudiantes dans une école d'art apprenant les arts traditionnels auprès de maîtres patients. C'étaient des prisonnières dans un système conçu pour briser complètement leur volonté, utilisant des techniques qui seraient reconnues aujourd'hui comme de la torture psychologique systématique. Le témoignage de Masuda révèle la réalité quotidienne que les guides touristiques ne mentionnent jamais. Une nourriture insuffisante calculée pour maintenir les filles faibles et dociles, des dortoirs glaciales avec des couvertures élimées qui les laissaient grelotter pendant les nuits d'hiver et des châtiments corporels constants pour des infractions aussi mineures que fredonner le mauvais air ou tenir incorrectement ses baguettes. La mère de la maison régnait par la terreur, utilisant des baguettes de bambou pour battre les filles qui bougeaient trop lentement, privant de repas quiconque montrait de la défiance et les forçant à répéter des routines de danse jusqu'à ce que leurs pieds saignent à travers leurs fines chaussettes. Lorsque Masuda a défendu son amie Karuta lors d'une de ces séances brutales, elle a été jetée dans les escaliers en bois, son corps a roulé et craqué jusqu'à ce que sa jambe droite se brise avec un bruit que les autres filles n'oublieraient jamais. Pendant sa convalescence à l'hôpital, où elle a finalement appris que son vrai nom avait été changé sur le registre de la maison pour rendre plus difficile la traque des fugueuses, elle et Karuta ont planifié un pacte de suicide qui a révélé à quel point ses enfants étaient devenus désespérés. Elles ont réussi à atteindre les voies ferrées par une nuit sans lune, Karuta portant Masuda blessé sur son dos à travers la neige, toutes deux pleurant en attendant le train de marchandises de fin de soirée qui mettrait fin à leur souffrance. Elles se tenaient là sur les rails de métal froid, se tenant la main et se disant adieu, convaincues que la mort était leur seule issue à une vie devenue une torture insupportable. Mais quelque chose les a arrêtées au dernier moment. Non pas l'espoir, ni le sauvetage, mais la terrible prise de conscience que leur mort ne ferait qu'entraîner des poursuites contre leur famille pour rupture de contrat. Et cette décision de vivre allait mener à des révélations qui font paraître leur projet de suicide miséricordieux en comparaison. Pouvez-vous imaginer être si désespéré que la mort semble être la meilleure option? C'était juste un mardi dans une maison de geisha, et l'horreur ne faisait que commencer. Des couches de mythologie romantique et de séances photos soigneusement orchestrées. Toutes les geishas n'étaient pas les mêmes, malgré ce que suggèrent les cartes postales et les guides de voyage. Il y avait une hiérarchie et des archives récemment découvertes provenant de descentes de police et d'examens médicaux révèlent des catégories d'exploitation qui vous choqueront au plus profond de vous-même. Il y avait les machi geisha qui officiellement ne couchaient pas avec les clients et maintenaient la façade artistique que le tourisme moderne célèbre. Puis il y avait les kuruwa geisha,
qui s'occupaient à la fois du divertissement et du travail du sexe, exécutant des danses traditionnelles avant de se retirer dans des chambres privées pour des services qui n'avaient rien à voir avec la préservation culturelle. Et enfin, ce que Masuda appelait la geisha qui couche avec n'importe qui. Des filles qui avaient été complètement brisées par le système et qui se soumettaient à n'importe quelle demande de n'importe quel client prêt à payer les frais de la maison. Mais voici la vérité dérangeante cachée dans les archives qu'aucun centre culturel ne reconnaîtra jamais. La catégorie dans laquelle vous tombiez n'était pas votre choix, n'était pas basée sur le talent ou les capacités artistiques, n'était pas déterminée par votre dévouement à la préservation des arts traditionnels. C'était calculé avec une efficacité brutale en fonction de votre niveau d'endettement, de votre apparence physique, de votre respect des règles de la maison et, de manière plus glaçante, de votre âge lorsque vous êtes entré dans le système et de la quantité de formation que votre esprit pouvait supporter avant de craquer complètement. Plus vous étiez jeune lors de votre vente, plus vous aviez de chances de finir dans la catégorie inférieure, votre enfance systématiquement détruite pour créer un profit maximal pour l'Okiya. Les registres financiers montrent des mères de maison tenant des tableaux détaillés suivant les progrès de chaque fille à travers les catégories, notant lesquelles pouvaient être poussées plus bas dans la hiérarchie lorsque leur dette devenait trop importante ou que leur corps montrait trop d'usure due au travail. Et nous n'avons même pas encore abordé le rituel du misuage, les enchères de virginité qui finançaient tout ce système d'exploitation. C'est ce qui vient ensuite. Et c'est pire que tout ce que Hollywood a jamais dépeint, parce que la réalité impliquait des enfants qui n'avaient aucune idée de ce qui était vendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour résister. Vous vous souvenez de Takemi au début, allongée dans cette chambre imprégnée d'encens, son corps consumé par une gonorrhée non traitée alors qu'elle refusait le médicament qui pourrait lui sauver la vie. Elle n'était pas un cas isolé, elle était le résultat inévitable d'une crise sanitaire systématique que la communauté des geishas a dissimulée pendant des générations pour protéger sa fiction rentable. L'autobiographie de Masuda documente le cauchemar médical qu'aucune brochure touristique ne mentionne. Les maladies vénériennes se propageant de manière endémique dans les maisons comme une traînée de poudre, passant de client à client dans un cycle sans fin d'infections que les Okiya traitaient comme un simple coup de l'activité. Les soins médicaux étaient soit complètement inexistants, soit délibérément refusés en guise de punition, les mères de maison calculant si le traitement d'une fille malade coûtait plus cher que de simplement la remplacer par de la marchandise fraîche venue de la campagne. Masuda décrit avec des détails horrifiants comment elle a vu des femmes mourir lentement de maladies évitables, leur corps ravagé par la syphilis et la gonorrhée qui rongeaient leurs organes pendant qu'elles continuaient à se produire pour des clients qui exigeaient leurs services, malgré des symptômes visibles. Elle a vu des filles développer des plaies ouvertes qui ne guérissaient jamais, perdre leurs cheveux par poignées, saigner intérieurement jusqu'à s'effondrer pendant des spectacles de danse, leur esprit se détériorant à cause de dommages neurologiques qui auraient pu être évités avec une intervention médicale de base. Mais chercher des soins médicaux signifiait admettre ce qu'elle faisait réellement derrière ces portes coulissantes décorées de fleurs de cerisier et de peintures traditionnelles. Cela signifiait reconnaître que ces artistes célébrés étaient en réalité des travailleuses du sexe sans protection légale, sans droit du travail, sans recours, lorsque leur corps cédait sous l'abus systématique déguisé en tradition culturelle. Les maisons préféraient les laisser mourir dans un silence atroce plutôt que d'admettre la vérité qui détruirait leur mythologie soigneusement construite. Takemi a fait le choix rationnel. Elle a choisi d'accélérer sa propre mort plutôt que de continuer à vivre une agonie qui ne ferait qu'empirer de jour en jour. Elle voyait la mort comme une libération d'un système qui considérait sa souffrance comme un dommage collatéral acceptable. Et ce n'était que le début de ce que ces femmes ont enduré au nom de la préservation d'une culture traditionnelle qui était en réalité une exploitation humaine industrialisée. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus troublante de toutes, celle qui expose toute la mythologie des geishas comme un mensonge soigneusement construit, conçu pour cacher des crimes contre des enfants. La cérémonie du misuage, le rituel qu'Arthur Golden a rendu sensationnel dans Mémoire d'une geisha, comme une tradition romantique de passage à l'âge adulte, était réel, mais la réalité était infiniment pire que toute fiction ne pourrait le dépeindre. De jeunes filles, certaines à peine âgées de 13 ans, voyaient leur virginité vendue aux enchères aux plus offrants lors de cérémonies qui n'étaient rien de plus que du viol d'enfants légalisé, déguisé en tradition culturelle. L'argent de ces enchères
allaient directement à l'Okia pour rembourser des dettes fabriquées qui avaient été délibérément gonflées pour justifier la vente, tandis que les filles ne recevaient rien d'autre qu'un traumatisme qui les entrait pour le reste de leur vie écourtée. Mais voici ce que le roman de Golden ne vous a pas dit. Et ce que l'industrie du tourisme refuse encore de reconnaître aujourd'hui, ce n'était pas un événement rare et cérémoniel réservé aux occasions spéciales ou aux circonstances exceptionnelles. Dans des maisons comme celle de Masuda, c'était une pratique commerciale courante, se produisant plusieurs fois par an à mesure que de nouvelles filles atteignaient l'âge où leur virginité pouvait atteindre des prix élevés auprès de clients fortunés qui recherchaient spécifiquement des enfants pour leurs fantasmes pervers. Les archives de Masuda montrent qu'après le misuage, ces filles devaient continuer à fournir des services sexuels dans le cadre de leurs devoirs artistiques réguliers, la mère de la maison tenant des plannings détaillés indiquant quels clients préféraient quelle fille et combien ils étaient prêts à payer pour des actes spécifiques qui n'avaient rien à voir avec le divertissement traditionnel. La ligne entre geisha et prostituée ne s'est pas seulement estompée dans ces établissements, elle a complètement disparu, révélant que le récit de la préservation culturelle n'était qu'un marketing conçu pour rendre l'exploitation sexuelle des enfants acceptable pour une société qui voulait croire en de belles traditions. Ce n'était pas de la culture, ce n'était pas de l'art, ce n'était pas la préservation de coutumes anciennes, c'était de l'exploitation sexuelle systématique d'enfants, habillés de kimonos de soie et de maquillage traditionnel pour dissimuler l'horreur sous-jacente. La cérémonie du misuage était du trafic d'enfants avec des rubans de cérémonie et chaque dollar de touriste dépensé aujourd'hui pour célébrer la culture geisha aide à financer la mythologie qui maintient ces crimes enfouis dans des archives où la plupart des gens ne verront jamais la vérité. La Seconde Guerre mondiale n'a pas créé ces horreurs, elle a simplement dépouillé les façades soignées qui les avaient cachées aux yeux du public pendant des siècles, exposant la brutalité qui avait toujours existé sous la soie et la cérémonie. Alors que le Japon se mobilisait pour une guerre totale, consacrant toutes ses ressources à l'effort militaire, les quartiers de divertissement de luxe sont devenus impossibles à maintenir sous leur prétexte traditionnel. Les quartiers de geisha ont été officiellement fermés en 1944 dans le cadre du décret de mobilisation nationale, pour de nombreuses geishas étant conscriptionnées pour travailler en usine à la production de munitions et de fournitures militaires aux côtés d'autres femmes jugées non essentielles à l'effort de guerre. Mais certaines maisons Okia ont trouvé des solutions plus créatives qui ont révélé à quel point leur système d'exploitation était adaptable. Elles ont déplacé leurs opérations vers des stations thermales isolées dans des régions montagneuses, loin de la surveillance militaire et de l'inspection gouvernementale, où elles pouvaient poursuivre leurs activités lucratives sous le prétexte de fournir repos et détente aux travailleurs de guerre épuisés et au personnel militaire en permission. C'est là que l'histoire de Masuda devient encore plus sombre, si une telle chose est possible. Ces geishas de stations thermales travaillaient dans des conditions qui faisaient passer les maisons urbaines traditionnelles pour des hôtels de luxe en comparaison. Il n'y avait aucune prétention de formation artistique, pas de cérémonie élaborée en kimono, pas d'éducation culturelle quelle qu'elle soit, juste de l'exploitation sexuelle pure et non déguisée, fonctionnant 24 heures sur 24 avec des clients qui avaient été brutalisés par la guerre et qui évacuaient leur traumatisme sur les cibles les plus vulnérables disponibles. Les filles n'avaient aucune protection contre la police militaire qui était souvent cliente elle-même, aucun recours lorsque les soldats devenaient violents, aucun soin médical lorsque les maladies et blessures inévitables s'accumulaient suite aux abus constants. Les soldats américains arrivant après la reddition du Japon ont rencontré dans tous les territoires occupés des femmes se prétendant « geisha girls », mais la plupart d'entre elles étaient en fait des prostituées utilisant la marque geisha pour attirer les clients occidentaux qui avaient des notions romancées de la culture japonaise. Tandis que les vrais geishas des maisons traditionnelles étaient soit mortes de maladies et de violences, avaient disparu dans la population générale pour échapper à leur passé, soit étaient trop traumatisées physiquement et psychologiquement pour continuer à travailler de quelque manière que ce soit. La guerre avait arraché la belle mythologie et révélé le trafic d'êtres humains à l'échelle industrielle qui se cachait derrière. Mais au lieu de mener à la justice ou à la reconnaissance, elle a créé l'occasion parfaite pour la dissimulation ultime. Le pire n'était pas ce qui s'était passé pendant la guerre. C'était ce qui s'est passé ensuite.
alors que toute une culture conspirait pour enterrer les preuves et reconstruire le beau mensonge. Lorsque Sayo Masuda a publié son autobiographie en 1957, elle a brisé une conspiration qui avait protégé ses secrets pendant des siècles, menaçant de détruire toute une industrie bâtie sur des mensonges soigneusement entretenus sur la préservation culturelle et la tradition artistique. La réponse fut rapide et brutale, coordonnée par plusieurs institutions avec la précision d'une opération militaire conçue pour détruire sa crédibilité avant que ces révélations ne puissent se propager au-delà des frontières du Japon. La communauté des Geishas l'a dénoncée comme une menteuse et une fraudeuse, affirmant que ses expériences étaient des fantasmes inventés pour faire du sensationnalisme et profiter de la fascination exotique des Occidentaux pour la culture japonaise. Les maisons Okiya traditionnelles ont lancé une campagne coordonnée insistant sur le fait qu'elle n'était pas du tout une vraie geisha, mais une simple prostituée qui s'était approprié leur tradition sacrée pour légitimer son passé sordide et gagner la sympathie de lecteurs crédules. Les historiens culturels ont rejeté ces récits détaillés comme des exagérations grossières, arguant qu'elle avait confondu différentes périodes et mal compris la formation artistique sophistiquée que les authentiques maisons de geisha fournissaient à leurs apprentis soigneusement sélectionnés. Les éditeurs ont été poussés à retirer son livre de la circulation, les librairies ont cessé de le vendre et les bibliothèques l'ont déplacé dans des collections à accès restreint où les lecteurs curieux auraient besoin d'une permission spéciale pour accéder à la dangereuse vérité contenait. Elle a été systématiquement ostracisée de sa communauté, recevant des menaces de mort qui l'ont forcée à déménager plusieurs fois, s'installant toujours dans des villes plus petites où sa notoriété n'avait pas encore atteint la population locale. Pourquoi une réaction si violente à l'histoire d'une seule femme sur des événements qui étaient censés s'être produits des décennies plus tôt? Parce que Masuda avait violé la règle fondamentale qui avait protégé le monde des geishas depuis sa création. Le silence absolu sur ce qui se passait réellement derrière ces portes coulissantes décorées de scènes de beauté naturelle et de poésie traditionnelle. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu faire taire. Malgré leurs efforts coordonnés pour la discréditer et la détruire, les preuves documentaires que les enquêteurs ont commencé à découvrir une fois que son témoignage a fourni une feuille de route vers les archives cachées. Des dossiers médicaux d'hôpitaux ruraux documentant des épidémies de maladies vénériennes dans les quartiers de geisha, des rapports de police décrivant des descentes dans des bordels présumés opérant sous des licences culturelles, des registres financiers de maisons Okiya montrant des marges bénéficiaires qui ne pouvaient être maintenues que par une exploitation systématique. Tout cela confirmant que l'histoire d'horreur de Masuda n'était qu'un fil dans une vaste tapisserie d'abus institutionnels qui avait fonctionné pendant des générations. Et puis quelque chose d'encore plus troublant a émergé des archives qui allaient prouver que la dissimulation était toujours en cours, protégeant activement des auteurs qui étaient bien vivants et très investis dans le maintien de leurs crimes enfouis pour toujours. En 1997, Arthur Golden a publié « Mémoire d'une geisha », prétendument basé sur de longs entretiens avec de vrais geishas qui avaient accepté de partager leurs expériences authentiques avec un public occidental avide de perspectives culturelles exotiques. Le livre est devenu un phénomène mondial, se vendant à des millions d'exemplaires et cimentant la mythologie romantique des geishas en tant qu'artistes élégantes, dont le dévouement à la culture traditionnelle représentait le summum du raffinement et de la beauté spirituelle japonais. Hollywood l'a adapté en un grand film. Le tourisme dans les quartiers de geisha du Japon a explosé et le monde est tombé amoureux d'une image qui semblait valider tout ce que les gens voulaient croire sur l'Orient mystérieux. Mais il y avait un problème qui allait exposer toute la machine à mythologie moderne de la manière la plus ironique possible. Mineko Iwasaki, la source principale de Golden et la geisha la plus célèbre du XXe siècle, l'a poursuivi en justice pour diffamation et rupture de contrat, affirmant qu'il avait complètement trahi leurs entretiens confidentiels. Pourquoi aurait-elle poursuivi quelqu'un pour avoir écrit un livre qui célébrait la culture geisha et attirait l'attention internationale sur les arts traditionnels japonais? Parce que Golden avait pris ses histoires de formation artistique légitime, d'éducation culturelle rigoureuse et de travail de divertissement respecté, puis les avait transformées en un récit de prostitution rempli d'exploitation sexuelle et de cérémonies de misuage pour vendre plus de livres à un public occidental
qui s'attendaient à une sensualité orientale exotique plutôt qu'à une véritable préservation culturelle. Voici l'ironie vraiment troublante qui révèle à quel point la dissimulation avait réussi. En essayant de rendre la culture geisha sensationnelle pour le public occidental, Golden a accidentellement révélé des vérités sur l'exploitation sexuelle que l'industrie avait passé des décennies à dissimuler, mais il a appliqué ces vérités à la mauvaise strate du système. Le procès a exposé quelque chose d'horrible que ni Golden ni Iwasaki ne comprenaient pleinement. Il y avait en fait deux mondes complètement différents, opérant sous l'étiquette geisha, existant simultanément mais soigneusement séparés pour maintenir une dénégation plausible. Les artistes de haut vol dans des quartiers prestigieux comme Gion représentaient tout ce qu'Iwasaki affirmait sur la préservation culturelle légitime, tandis que l'exploitation sexuelle systématique que Golden décrivait se produisait dans les stations thermales et les maisons de rang inférieur où des femmes comme Masuda souffraient dans une invisibilité totale. Et devinez quelle histoire l'industrie du tourisme a choisi de promouvoir après que le procès a été réglé et que la controverse s'est calmée. Ils ont pris la version romancée de Golden, ont retiré l'exploitation sexuelle qui avait poussé Iwasaki à le poursuivre et ont créé le récit marketing parfait qui reconnaissait la souffrance historique tout en affirmant qu'elle avait été entièrement éliminée par les réformes modernes et l'évolution culturelle. Parlons chiffres, car il raconte une histoire impossible à nier même. Lorsque toutes les institutions culturelles du Japon veulent que vous ignoriez la réalité mathématique de ce qui est arrivé à des dizaines de milliers de femmes qui ont tout simplement disparu des archives historiques. Dans les années 1920, il y avait 80 000 geishas enregistrés à travers le Japon, travaillant dans des quartiers allant des grandes villes aux villages de montagne reculés, générant des revenus qui soutenaient des économies régionales entières bâties sur leur exploitation systématique. À la fin du XXe siècle, il en restait moins de 1000 dans tout le pays, concentrés presque exclusivement dans les quartiers touristiques de Kyoto, où leurs activités pouvaient être soigneusement surveillées et leurs histoires contrôlées. Où sont passées 79 000 femmes en l'espace de quelques décennies? L'explication officielle est confortablement vague. Certaines se sont mariées et ont quitté la profession. Certaines ont vieilli et ont pris leur retraite pour gérer des restaurants ou des maisons de thé. D'autres ont simplement choisi des carrières différentes à mesure que le Japon se modernisait et que les femmes gagnaient plus d'opportunités. Mais les archives de Masuda et des témoignages similaires des rares survivantes prêtes à parler suggèrent une réalité bien plus sombre. Des milliers ont tout simplement disparu, victimes de maladies jamais traitées, ou de suicides jamais enquêtés, ou d'abandon lorsqu'elles n'étaient plus rentables et devenaient des fardeaux que les maisons voulaient éliminer discrètement. L'économie est glaçante dans son efficacité brutale et révèle la véritable ampleur de cette opération de trafic d'êtres humains déguisée en préservation culturelle. Une jeune fille pouvait être achetée à sa famille désespérée pour l'équivalent de quelques centaines de dollars, souvent pendant des famines ou des catastrophes économiques, lorsque les parents devaient choisir entre vendre une fille ou voir toute leur famille mourir de faim. Après des années de formation qui étaient en réalité un abus systématique conçu pour briser leur résistance, chaque fille générait des milliers de dollars de revenus annuels grâce aux frais de divertissement, aux services privés et aux cérémonies spéciales qui n'avaient rien à voir avec les arts traditionnels. Si elle survivait assez longtemps pour devenir rentable, l'Okiya la possédait entièrement grâce à des structures de dette qui augmentaient plus vite qu'elle ne pouvait espérer rembourser, assurant des décennies de travail non rémunéré déguisé en apprentissage artistique. Si elle ne survivait pas à la formation, à la maladie, à la violence ou à la torture psychologique, eh bien, il y avait toujours plus de familles désespérées prêtes à vendre leurs filles, créant une chaîne d'approvisionnement sans fin de misère humaine qui opérait avec une protection juridique complète sous la bannière de la tradition culturelle. Ce n'était pas de la culture, ce n'était pas de l'art, ce n'était pas la préservation d'une sagesse ancienne. C'était du trafic d'êtres humains à une échelle industrielle qui a consumé près de 80 000 vies pendant que le monde applaudissait ces belles traditions. Aujourd'hui, moins de 1000 geishas légitimes travaillent au Japon, principalement dans les quartiers traditionnels soigneusement réglementés de Kyoto, où elles suivent des protocoles de formation artistique stricts, vivent dans des maisons surveillées avec des arrangements financiers transparents et maintiennent les traditions culturelles que des millions de touristes paient à prix d'or pour voir en personne. Ces geishas modernes représentent tout ce que l'industrie du tourisme
veut vous faire croire que la profession a toujours été des artistes dévoués, préservant une culture ancienne par l'étude rigoureuse de la danse, de la musique et de l'hospitalité traditionnelle qui requièrent des années de formation disciplinée pour être maîtrisées. Mais parlez aux anthropologues qui ont passé des décennies à étudier les archives historiques que la plupart des gens ne voient jamais, et vous entendrez une histoire très différente qui révèle à quel point la version moderne et aseptisée occulte l'horreur systématique qui l'a précédée. Ils ont trouvé des preuves éparpillées dans les archives de dizaines de préfectures prouvant que l'exploitation décrite par Masuda n'était pas un comportement aberrant de quelques maisons corrompues. Elle était systématique dans plusieurs régions et à différentes époques, opérant avec une telle constance qu'elle représentait clairement des pratiques commerciales standards plutôt qu'une activité criminelle isolée. Des dossiers de police récemment découverts des années 1930 et 1940 documentent des descentes de routine dans des maisons de geishas suspectées de prostitution, les officiers notant qu'ils trouvaient exactement ce qu'ils s'attendaient à trouver, mais portaient rarement plainte, car la distinction entre divertissement légal et travail du sexe illégal avait été délibérément brouillée par des réglementations conçues pour protéger des entreprises rentables plutôt que des femmes vulnérables. Des enquêtes médicales de la même période révèlent une prévalence élevée de maladies vénériennes dans les quartiers de geisha, à des taux bien supérieurs à ceux de la population générale, avec une documentation détaillée de symptômes qui ne pouvaient résulter que d'une exploitation sexuelle systématique déguisée en activité culturelle. Des registres financiers récupérés de maisons Okiya en faillite montrent des structures de dette spécifiquement conçues pour garantir que les femmes ne pourraient jamais racheter leur liberté, avec des taux d'intérêt et des frais de subsistance calculés pour augmenter plus rapidement que n'importe quelle quantité de travail de divertissement ne pourrait rembourser, créant une servitude permanente qui durait jusqu'à la mort ou l'effondrement physique complet. Les survivantes qui sont encore en vie aujourd'hui, les femmes qui ont vécu ce système et s'en sont échappées pour en parler, la plupart refusent de parler publiquement de leurs expériences, même aux membres de leur famille qui n'ont jamais appris la vérité sur la vie de leur grand-mère ou arrière-grand-mère dans ces maisons. Le code du silence que Masuda a violé en publiant son autobiographie a encore un pouvoir immense aujourd'hui, appliqué non seulement par la pression sociale, mais aussi par des menaces légales et des représailles économiques contre quiconque ose contredire la belle mythologie qui génère des milliards de revenus touristiques. Ce qui nous amène à la question la plus troublante de toutes, celle qui révèle pourquoi cette dissimulation continue à ce jour et pourquoi la vérité sur 79 000 femmes disparues reste enfouie dans des archives auxquelles la plupart des gens n'accéderont jamais. Sayo Masuda est décédé en 2008. Largement oublié par le monde qui avait rejeté sa vérité et s'était tourné vers des récits plus confortables sur la préservation culturelle et la tradition artistique, son témoignage enfoui sous des décennies de mythologie soigneusement construite qui a transformé le trafic d'êtres humains à l'échelle industrielle en opportunité touristique romantique. Mais son histoire nous force à affronter des questions inconfortables sur le pouvoir, la tradition et la complicité qui s'étendent bien au-delà des frontières du Japon et remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur le fonctionnement des sociétés civilisées lorsque le profit et la fierté culturelle sont en jeu. Comment toute une culture peut-elle conspirer pour cacher des abus systématiques qui ont opéré pendant des siècles au vu et au su de tous? Comment transformons-nous l'exploitation en un mystère exotique qui attire des millions de visiteurs désireux de découvrir la beauté de traditions bâties sur la souffrance humaine? Comment nous convainquons-nous que la souffrance est belle lorsqu'elle est enveloppée dans un kimono de soie et une cérémonie traditionnelle, alors que les preuves de cette souffrance sont documentées dans des archives que la plupart des gens ne prendront jamais la peine d'examiner? Le système des geishas n'était pas unique dans l'histoire humaine. Il a juste été exceptionnellement réussi dans sa manière de se vendre au monde moderne comme quelque chose à célébrer plutôt qu'à condamner. À travers l'histoire et les cultures, nous voyons le même schéma se répéter avec une constance déprimante. Des personnes vulnérables, systématiquement exploitées par ceux qui ont le pouvoir, leur souffrance romancée et reconditionnée par ceux qui bénéficient du maintien de la mythologie qui rend l'exploitation acceptable, voire admirable. Aujourd'hui, alors que le Japon commercialise son héritage de geisha auprès de millions de touristes qui dépensent des milliards de dollars pour célébrer ce qu'ils croient représenter le summum du raffinement culturel, le témoignage de Masuda reste un rappel lancinant de ce qui se cache sous la surface des traditions qui semblent trop belles pour être remises en question.
Derrière chaque trésor culturel qui semble trop beau pour être vrai, derrière chaque tradition ancienne qui génère commodément des revenus touristiques massifs, il y a souvent des femmes comme Takemi, mourant dans l'agonie en choisissant la mort plutôt que la vie, parce que la réalité était trop horrible à supporter et que personne au pouvoir ne se souciait assez pour intervenir. La véritable vie secrète des geishas japonaises ne concerne pas la grâce et l'art, le dévouement à la culture traditionnelle ou la préservation d'une sagesse ancienne, elle concerne le pouvoir, l'exploitation systématique et la dangereuse capacité humaine à transformer la souffrance en quelque chose que nous pouvons admirer à distance de sécurité, tout en ignorant les voix de celles qui ont essayé de nous dire la vérité. La prochaine fois que vous verrez une geisha gracieuse dans une publicité touristique, souvenez-vous de Sayo Masuda, morte seule et oubliée. Souvenez-vous de Takemi qui a choisi la mort comme libération. Souvenez-vous des 79 000 femmes qui ont disparu des statistiques pendant que le monde applaudissait leur belle tradition. Car la partie la plus horrible de cette histoire n'est pas ce qui leur est arrivé dans ces maisons d'abus systématiques, c'est la facilité avec laquelle nous avons oublié leur souffrance et la complaisance avec laquelle nous continuons à célébrer la mythologie qui a effacé leur voix de l'histoire.